Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs issus du milieu de la construction qui nous parlent de leur parcours et de leur histoire. Cette semaine, le podcast est présenté par Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc qui permet de spécifier des différents équipements sur des projets résidentiels et commerciaux, donc d'avoir les bons équipements aux bons endroits, donc lâchez-leur un petit coup de fil, ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir à nos invités des superbes sacs. Donc, cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le plus gros plombier au Québec, donc Jean Charbonneau de Groupe Charbonneau. Donc sur ce, je vous souhaite bon podcast et bonne écoute. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Jean, merci beaucoup d'être au podcast. Je pensais pas t'avoir tout de suite. Un géant du milieu de la plomberie. Mm-hmm. Fait que, merci de l'invitation. Ça fait un énorme plaisir. En fait, tu me fais vraiment plaisir d'être là. On se connaît depuis plusieurs années. Exact. On a eu à travailler. J'ai été des fois ton client, des fois ton ingénieur qui te surveillait. Là, c'est rendu toi mon client là-dessus. Fait que Jean Charbonneau, quel âge? Mon Dieu, 59 ans bientôt. Alors, 58, le 60 nous regarde, comme on dit. Ouais. Ça va vite? Oui, ça va super vite. Retraite éventuellement. Quelques années encore, mais peut-être, je dirais, un 4-5 ans, là. Okay. Ça s'en vient. Excellent. Groupe Charbonneau, comme on parlait un peu avant le podcast, un des plus vieux plombiers, plus anciens plombiers familial, parce que t'es de la combien de génération? Moi, je suis la 3e génération de Charbonneau dans l'entreprise. Wow! Créé par mon grand-père en 1917. Wow! Puis comment tout ça a parti? Tout ça a parti par... dans le temps, on appelait les plombiers les chaudronniers dans le temps. Là. C'était le titre qu'ils avaient. Alors, mon grand-père a parti cette business-là. Et il est décédé très jeune. Et alors, en justement remplaçant un réservoir d'eau chaude, fait un infarctus, il est mort sur le coup. Okay. Alors, ma grand-mère, qui avait 11 bouches à nourrir, a pris ses 5 garçons qui étaient en âge de travailler. Et puis, ils ont commencé à travailler pour elle dans la plomberie. Alors, c'est elle qui dirigeait l'entreprise. C'est ta grand-mère qui était la boss de l'entreprise, qui était la propriétaire et faisait travailler ses garçons dans la plomberie comme tel. Attends, Jean, en quelle année, ça? 1940? Ça veut dire mon grand-père, ça doit être aux alentours des années 40 à peu près, dans ces années-là. Et ça devait être la seule femme à la tête d'une entreprise, quasiment? Je sais pas l'histoire, là, mais probablement c'était une des seules. Là. Au niveau de la plomberie, là, c'était à l'époque sûrement très rare. Très, très rare. Oui, très rare. En plus d'être un milieu, je parle pas d'aujourd'hui, mais dans le temps, c'était un milieu quasiment axé uniquement sur des hommes. Mm-hmm. Puis là, elle s'occupait de gérer une business de plomberie. Combien y avait-tu des employés? C'était les employés, c'était ses garçons. Alors, c'était les 5 garçons qui faisaient les appels de service. Ils ne faisaient pas de projet comme tel à l'époque. C'était plutôt juste axé sur le service. Okay. Peut-être des petites modifications, des choses comme ça, mais c'était vraiment plus une entreprise de service dans Villemort, Côte-Saint-Paul. C'était le secteur où la business était localisée. Okay. Et là, naturellement, les frères ont grandi. Puis là, à un moment donné, la grand-mère a pris sa retraite. La plomberie s'est tassée un peu. Puis c'est ses garçons qui ont pris l'entreprise. Dont ton père? Dont mon père. Et à l'époque, il y a un frère qui est décédé très jeune. Donc, ils sont restés 4 frères pendant plusieurs années, jusqu'après Expo 67. Alors, après Expo 67, ils ont racheté un 4e frère. Ils sont restés 3. Et il était 3 frères. Quand mon cousin et moi, on est rentrés dans l'entreprise, les 3 frères étaient encore là. Alors, on était comme 5 Charbonneaux
dans l'entreprise. Et nos pères respectifs, Daniel qui est mon associé depuis le début, et son père et mon père ont racheté le troisième frère qui restait. Alors, et on a été quelques années père-fils. Wow! OK. Attends un peu. Ton père, il est rentré à quel âge? C'était-tu un des plus jeunes Mon père, non, c'était le père de Daniel qui était le plus jeune. Mon père était, je crois, celui d'avant. Il avait quel Alors, âge? il était à 11 enfants, eux autres. Hein, là, quel rang qui était, là, je ne sais pas trop. Non, mais dans ce temps-là, c'était un en arrière de l'autre. Là. Chaque année, sinon le curé te chicanait. Exactement. Alors, mais je pense que mon père avait 2 ans plus vieux. Alors, d'après moi, mon père est rentré probablement à 16-17 ans dans l'entreprise. Fait que là, il sortait des bancs d'école puis il apprenait le métier sur le tas avec les plus vieux. Exact. Mais ils ont toujours fait de la plomberie depuis qu'ils étaient jeunes. Là, depuis, ils ont travaillé dans ça toute leur vie. Alors, comme ça, après, quand on est rentré, nous autres, moi, je suis rentré en 82. Alors, ils ont racheté le troisième mon oncle en bout de ligne, là, en 83, 84, dans ces années-là. Et on a travaillé père-fils pendant 7-8 ans. Puis là, en 82, vous étiez combien d'employés? C'était encore tout petit? C'était tout petit, là. C'était tout petit. On était peut-être au total une 15-20, là. Dont 5 charbonneaux, là. Alors, OK, fait que c'était... fait que t'étais mieux de manger... Tous les départements dans le business devaient être couverts par un charbonneau, là. Quasiment, oui, exactement. Moi, j'étais plus... quand je suis rentré, j'étais plus en estimation. Alors, Daniel, mon cousin, était plus de la représentation. Donc, il faisait comme une job de représentant, de vendeur pour l'entreprise. Puis, mon père et mon oncle, eux autres s'occupaient, mon père, du département de service et mon oncle du département de la construction comme tel. Mais c'était tout petit à l'époque, là. OK. Puis, toi puis Daniel, vous êtes rentrés, vous aviez quoi comme études? Daniel a un bac en administration des affaires. OK. Et moi, j'ai un DEC en mécanique du bâtiment. Alors, on se complétait bien. Oui, c'est... Alors, et puis, Daniel a été pendant plusieurs années chez Xerox dans le temps. OK. Alors, il était représentant pour Xerox. C'est une école pour un apprentissage de la vente incroyable. Alors, Daniel a pu mettre à profit son expérience de vente dans l'entreprise. Alors, quand on a parti, lui et moi, on s'est bien complété. Moi, la vente... c'était pas mon domaine. Moi, c'était plus le côté technique. Alors, fait que ça a été le début là, de Daniel puis moi dans l'entreprise. Là. Wow! Puis là, une de mes questions, je me souviens, je comprends que on vieillit, puis vous aviez quoi, 20-25 ans, à peu près? 24-25 ans, oui. S'entendre avec le cousin. Après ça, s'entendre avec le père, s'entendre avec le mononcle. Mm-hmm. Ça s'est fait comment, tout ça? Je vais le faire en 2 volets. Okay. S'entendre avec nos pères respectifs. Il y a beaucoup plus de respect entre un oncle et un neveu qu'avec un père et son fils. Okay? Et il y a énormément aussi de respect entre 2 cousins. Plus que 2 frères ensemble. Alors, ça n'a jamais été compliqué parce qu'il y a toujours eu un respect entre tout le monde dans l'entreprise. Et chacun avait son travail à faire. Alors, il n'y a jamais eu vraiment de conflit comme tel à l'intérieur du groupe des 4, là, les 4 qu'on était là à l'époque. Là. Jamais. Wow. Ça porte quasiment au miracle. Là, je fais juste voir, avec mes parents, ça va super bien, mais je me souviens... il y a un certain âge que des fois, mon père était super exigeant envers moi. Puis là, t'es même pas dans sa business. Puis là, il faisait « Ouais, étudie de même, assure-toi d'être... » c'est fou, mais en même temps, je regarde un peu la dynamique que vous avez à l'interne actuellement. C'est encore ça, là. C'est un esprit de famille là, que vous avez amené. Là. C'est un esprit de famille. C'est probablement ce qui fait la longévité de l'entreprise aussi. Là. On est quand même rendu à 104 ans d'histoire. Là. Pour moi, c'est une grande famille présentement, mais ça a toujours été une petite famille élargie. Là, alors, on a géré ça pendant des années comme vraiment une entreprise familiale très, très serrée. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le nombre d'employés qu'on a, on est obligé de gérer ça plus comme, je dirais, comme non plus en bon père de famille, mais plus en homme d'affaires. Là. On n'a pas le choix. Mais
on est très, très, très rigoureux sur garder un esprit familial dans l'entreprise. Si un des nôtres a un problème, on va l'appuyer. Que ça soit à n'importe quel niveau, que ce soit un apprenti, que ce soit quelqu'un dans la direction, quelqu'un a un problème chez nous, on va l'aider. On garde cet esprit familial-là. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte aussi qu'on n'a pas beaucoup de in and out au niveau de la main-d'œuvre. Là. On est quand même assez stable avec notre main-d'œuvre. Là. Oui. Tu parles de... Vous êtes rendu une grosse entreprise. Peux-tu nous dire à peu près le nombre de personnes? On est à peu près 300 en plomberie. Là, à peu près 300 chez nous, présentement. My God, c'est énorme. Là. On parle... Dans 82, vous étiez 15, dont 5 charbonneaux. Et là, vous êtes rendu 300. Puis là, je comprends selon les types de projets, puis là, avec la situation actuelle, ça varie in and out. Mais c'est incroyable de garder l'esprit de famille. Là. Ça fait partie de vos valeurs, ça. Oui, exactement. Ben, on essaie de faire des activités. Aujourd'hui, il y a de l'ouvrage partout. Là. Mais quand les gens sont avec nous depuis 7, 8, 9, 10 ans, on essaye de faire des activités avec eux autres, d'être présent avec eux autres tout le temps. Arrêter juste de dire bonjour, comment ça va? À un moment donné, c'est ça. Je pense que on récolte à un moment donné ces petites attentions-là. Ils sont à la longue sont payantes, comme on dit. Oui, puis là, je te parle de l'autre côté l'autre côté de la vitre, mais c'est que quand moi je viens au bureau, là, que ce soit les adjointes à la réception, les chargés de projet, le gars à la réception quand je vais porter du stock, le comptable, toi, vous m'accueillez comme t'accueillerais de la visite à la maison. C'est vraiment, veux-tu un café? Ouais. Y a-tu quelque chose? On peut-tu t'aider avec... des fois, j'arrive avec 10 boîtes, puis là, c'est comme l'adjointe. Tu veux-tu que je t'aide? Attends un peu, je t'ouvre la porte. C'est merveilleux, puis ça doit être une énorme fierté pour toi d'avoir amené ça on est 15 à 300. C'est une belle culture d'entreprise, honnêtement. Puis quelqu'un de nouveau qui arrive, un nouvel employé qui arrive, il rentre dans ce genre de culture, cette culture-là. Il n'y a pas le choix que il suit les rails. Là, il suit tout le monde parce qu'il voit tout le monde comment c'est. Là. Alors, honnêtement, c'est sûr que ça, c'est une des fiertés qu'on est fiers puis qu'on a réussi à garder puis à conserver, même si l'entreprise a fait fois 10, fois 20 à un moment donné en grosseur. Là. Alors, non, on est bien contents. Daniel puis moi, on est très heureux de ça. Oui, c'est ça. Tu parles de Daniel. Vous êtes encore... Puis là, tu sais... Ça serait peut-être un bon message à tous les dirigeants d'entreprise. Là. Vous êtes encore présents. Bien, là, je vais parler de toi parce que je te vois souvent, mais au day-to-day. Oui. Oui, Daniel, naturellement, est rendu à retraite depuis 2 ans. Alors, retraite bien méritée. Alors, mais avant ça, on a toujours été très, très présents dans l'entreprise. Là. La COVID a fait en sorte qu'on n'est pas dans nos bureaux depuis... on a été absent pendant un bout de temps et ça faisait drôle. Quand tu es loin, tu es habitué de rentrer au bureau à tous les matins puis que là, oups, tu y vas plus et il n'y a plus personne au bureau. C'est assez spécial. C'est assez spécial. Oui, c'est ça. Puis, tu dis, Daniel, il est à retraite, mais tu sais, il est toujours pas très loin pour vous donner un coup de main. Là. Il est à un coup de téléphone pour Dan, j'ai besoin d'aide. Exact. Puis, tu sais, c'est ça. Puis en plus, Dan, tu sais, c'était le... Moi, je l'ai toujours vu comme le sales guy du duo de on a besoin d'un coup de main, Dan est là. Par contre, moi, il y a une chose, Jean, que je dois te lever mon chapeau. Quand il arrive une urgence, là, t'enlèves ton veston, tu retrousses tes manches, puis t'es là pour aider toute la gang. Mm-hmm. Je me souviens on avait été manger avec Dan, puis toi, puis Danny, puis une partie de la gang, puis une des anecdotes que Daniel, ça m'a marqué, c'est qu'un moment donné, il est arrivé un problème d'eau chaude, puis là, pas de trouble, il était dans le milieu de la soirée, puis là, toi puis Dan, vous avez fait « OK, pas de trouble. OK, va chercher ça à la shop. » Puis là, c'est pas... Oui, il y avait des plombiers sur là, vous étiez pas tout seul, mais
vous êtes allé sur place. Puis là, il me parlait qu'il y avait une réception. Puis là, Dan, il a quasiment été animé la réception. Il n'y a pas d'eau, tout ça, des drinks. Puis là, tu sais, mais vous l'avez fait pareil, les gars. Là. Puis, tu sais, là, je parle, là, c'est pas là, 30 ans ou 40 ans. Là. Non, c'est dans les 10-15 dernières années. C'est des projets qu'on voit encore. Puis, mais les gars, vous l'avez fait. Tu sais, je vous lève mon chapeau parce que il y en a bien qui vont faire, non, ben, tu sais, c'est moi le boss, là. Mais je pense, ça, vous l'avez amené, puis c'est tout à votre honneur, là. Daniel et moi, on a toujours eu nos bureaux, nos portes sont jamais fermées. Tu viens chez nous, c'est rare que ma porte de bureau est ouverte. Elle est ouverte pour tout le temps pour tout le monde dans l'entreprise, puis autant le monde qui vient. Puis moi, ça me fait plaisir de saluer tout le monde, parce que c'est tous ces gens-là qui ont fait en sorte que la réussite du groupe Charbonneau, c'est ce qu'elle est aujourd'hui, là. C'est tous les employés, puis c'est tous les gens de l'industrie avec qui on travaille, dont toi, Bruno. Ouais. Puis c'est pas vrai que tu côtoies ces gens-là avec une porte fermée dans ton bureau, là. Non, ben c'est ça. C'est ça. Puis c'est pas que vous pourriez pas, mais vos portes, puis ça, c'est une affaire que moi, j'ai remarqué, pas juste la tienne, mais tous ceux de la direction des associés, c'est ouvert, là. Oui. Je me suis jamais rivé le nez à une porte en disant « Ah non, on ne peut pas y aller ». Quand la porte est fermée, c'est à cause qu'il y a un meeting important dont c'est privé puis tout ça. Mais vous êtes toujours ouvert. Puis une autre chose, tu sais, cette humilité-là doit venir nécessairement d'un gène, là, c'est dans vos gènes à vous autres. Là, ton père devait traiter les employés dans le temps comme des partners. Là. Exact. Puis, tu sais, on regarde dans le temps, mon père, c'était le premier qui avait les mains dedans, là. Alors, lui, il avait un appel de service le soir, il recevait une urgence de son équipe, qui avait à l'époque son dispatcher au niveau du service. Il y avait un coup de main à donner. Mon père partait, puis le soir, maintes fois, moi, je le voyais partir, puis il revenait tard le soir, il avait été réglé avec ses gars un problème de chauffage X, Y, Z. Alors, c'est pas nouveau, là. Alors, moi, j'ai vu ça. J'ai grandi avec ce modèle-là d'être tout le temps mêlé avec le monde, puis de participer à l'entreprise plus que juste comme dans mon bureau comme dirigeant, là, c'est ça. Mais je vais descendre bas dans l'entreprise au niveau des opérations s'il faut, encore aujourd'hui. Oui, je l'ai vu là quand vous aviez un nouveau truck, puis il faut qu'il soit sur la route demain. Il rentre à 4 heures, puis je l'ai vu avec Hugo, là, je l'ai fait, puis, tu sais, là, je dis Hugo parce que c'est un ami que je connais bien, mais j'étais là, puis là, hey, j'ai besoin de ça, là, je vais y porter, mais c'est pas... Là, il vient, puis là, il est en train de mettre la chemise relevée, David est là, je pense qu'il y avait... je me souviens plus quelle autre personne, mais tu sais, tous des gars avec plein d'expérience qui pouvaient faire bien d'autres choses que monter un truck un mercredi soir, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, exceptionnel, ça. Puis, comment s'est faite la transition? Tu sais, parce qu'un moment donné, toi puis Daniel, vous avez repris un peu la direction, je pense, en 91. Exact. Que toi et Daniel, vous avez fait, tu sais, que vous avez pris un peu, malgré que vous connaissant vos personnalités, vous deviez déjà avoir un leadership dans l'entreprise, mais que là, le leadership a vraiment été transmis, puis officiellement. Là. Il a fallu, tu sais, à un moment donné, il fallait que les pairs nous fassent la place. Sauf que dans cette génération-là, c'était un peu plus compliqué. Alors, on a acheté nos pairs respectifs en 91, Daniel puis moi. Un était prêt à vendre, l'autre était moins prêt, mais il a fallu à un moment donné dire, OK, on s'en va là. On s'en va là, on achète l'entreprise. Puis, à partir du moment qu'on a acheté l'entreprise, c'est sûr que ça a simplifié au niveau des employés qui est boss. Là. C'est parce que il n'y avait pas les pairs. Là. Les pairs étaient sortis de l'entreprise. À partir de là, c'est de là qu'on a pris notre envol puis qu'on a grandi l'entreprise, comme on dit, un mois à la fois. Un projet à la fois. Un projet à la fois. Ça n'a pas été de tout repos. Mais ce qu'on a fait,
Premièrement, on a essayé de rentrer du volume dans l'entreprise. On s'est rivé le nez. Ça a été l'année 93-14, ça a été une année compliquée. Oui, c'était pas en 92 la récession? Exact. Durant la récession, on a bon timing. Ouais. T'achètes en 91. 92, c'est pas un crash boursier, mais une crise économique. Mettons que dans la vie, côté timing... C'était pas l'idéal. C'était pas l'idéal. Là. C'était pas l'idéal, mais c'est probablement aussi ce qui nous a formé énormément à jouer serré, à faire attention à chaque dollar dans l'entreprise, à faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dépense, à s'assurer que notre main-d'œuvre est productive. On l'a appris à dur, là, comme on dit. Mais par après, quand le marché a décollé un petit peu, on était outillés pour partir avec le marché puis essayer de grossir l'entreprise. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait par le volume, naturellement, mais on les a fait par acquisition. Les acquisitions nous ont permis de grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand vous l'avez acquis, vous étiez à quel volume, en 91 à peu près? Là, on devait être aux alentours de 5, 6, 7 millions peut-être par année. Fait qu'une 40-45 employés à peu près. À peu près. Puis là, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Côté familial, toi, as-tu des frères, des sœurs? Moi, j'ai 3 sœurs. OK. 3 sœurs. Quand on a acheté l'entreprise en 91, mon père a fait un petit conseil de famille, si on veut, puis il a dit écoutez, je vends l'entreprise à Jean. Alors, il a demandé à mes sœurs, il y en a-tu une qui est prête, qui voudrait travailler dans l'entreprise? Il y en a une qui était directrice d'école, une infirmière, puis une dans la vente. Donc, ça aurait peut-être été plus celle dans la vente qui aurait peut-être, mais finalement, c'était dans la mode plus. Alors, et c'était à l'époque, on s'entend, c'était 3 filles. Alors, des filles dans la construction, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, mes sœurs ont dit non. Alors, mon père a dit, écoutez, parce que moi, je veux jamais qu'un jour, vous lui reprochez de lui, on sait bien, il y a eu l'entreprise. On a dit, Jean, son frère et lui nous ont vendu l'entreprise. L'entreprise a été vendue au même prix qu'elle aurait été vendue à n'importe qui sur le marché. Les pères nous ont donné une chance sur le financement. Ils nous ont permis d'étaler dans le temps un peu le paiement. Mais alors, mes sœurs ont dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ton argent de retraite, tout est parfait. Garde, on le laisse aller. Hey, mais c'est incroyable que ton père ait fait ça, mais en même temps, ça vient des valeurs en disant exactement de faire regarde, on est straightforward avec tout le monde. C'est no bullshit, voici ce qu'il y en est. C'est une question d'équité, hein? Oui. Tu sais, mon père il avait 4 enfants, naturellement, mes 3 sœurs et moi. Puis, il voulait vraiment que ça soit équitable pour tout le monde, puis qu'il n'y ait jamais de conflit entre frères et sœurs par après en disant l'entreprise n'a pas été vendue au bon prix ou tu as eu une préférence. Alors, ça a été vraiment clarifié par mon père, puis ils ont mis les chiffres sur la table, puis voici, c'est ça. Puis, go. À cette heure, l'entreprise est vendue comme ça. En même temps, de ton côté, tu sais, oui, ton père et ton oncle vous ont aidé au niveau financement, mais tu sais, quand tu as un free ride sur quelque chose, des fois, tu mets peut-être un petit peu moins d'attention. Là, quand tu le payes au bon prix, là, c'est comme si le voisin l'aurait acheté. Là. Je comprends pourquoi vous avez passé à travers 92 comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là, il n'y avait pas de lendemain non plus. C'est ça, tu avais mis toutes tes billes là. Nous, le nombre de fois qu'on s'appelait le mardi soir, Daniel et moi, là, on s'appelait, on disait « Hey, il faut faire la paye demain. Là. Qu'est-ce qu'on fait? » Ça prend du cash dans l'entreprise là, pour faire le nombre de fois que ça nous était arrivé de se parler le soir puis de dire OK, demain matin, on espère qu'il y a des chèques qui rentrent puis qu'on va collecter. Puis... Au tout début, c'était serré. C'était très serré. Mais vous étiez quasiment en mode survie, là? Les premières années, quand tu grossis une entreprise, tu es tout le temps en manque de tout. Tu es en manque de matériel, tu es en manque d'espace, tu es en manque de main-d'œuvre, tu es en manque surtout de cash. Parce que le cash, il est dans tes recevables, il est dans tes retenues. Tu es dans le monde de la construction. On n'est pas payé le jour 1, hein, on est payé le jour X, job, finance mon projet un peu. Exact.
Alors, c'était vraiment un manque de tout. Mais le manque d'argent a fait en sorte qu'on a fait attention. On a fait attention à nos dépenses. On a fait attention à monter l'équité dans l'entreprise pour être certain. J'ai dit plus jamais je veux connaître dans ma vie de me casser la tête pour payer mes employés qui me permettent de vivre le mercredi soir. Ça ne me tente plus de me casser la tête avec ça. On va laisser de l'argent dans l'entreprise pour être certain de plus jamais vivre ça. Puis, ça vous a pris combien de temps d'arriver à ça? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que l'entreprise était tout le temps en croissance. Alors, plus tu es en croissance, plus tu as besoin d'équité dans l'entreprise, là, puis que ce soit ta banque ou ta caution, tout le monde veut que tu laisses l'argent dans l'entreprise, tu n'as pas le choix. Là. Alors, ça a pris des années. Je pense que les 15 ou 20 premières années, on ne s'est jamais versé un dividende, on s'est payé un salaire, naturellement, mais on a tout le temps laissé l'argent dans l'entreprise pour permettre à l'équité de devenir ce qu'elle est une portion aujourd'hui. Là. Alors, les 15 à 20 premières années, là, ouais. Ça veut dire, Jean, c'est tout récemment. Là. 2011. Tout récemment. Mm-hmm. OK. Ça veut dire que tu bûches encore, puis tu te payes pas un petit add-on sur... Je comprends que vous versiez des bons salaires, des salaires, puis vous connaissant sûrement des salaires très normaux, mais avant que vous touchiez ce que j'appelle le gros lot, un peu 20 ans. Hey, ça, je pense, en entrepreneuriat, tout le monde voit le cash, genre, rapidement. Dans la société d'aujourd'hui, on veut des résultats rapides, là. 20 ans, c'est... wow. Tu sais, depuis les 10 dernières années, le monde de la construction est en croissance. Tout le monde a de l'ouvrage. Il y a ces personnes qui sont nouveaux puis probablement, tu fais partie de ceux-là, ont connu les années difficiles, justement, de 92, ces années-là qui étaient vraiment compliquées. Là. Alors, tout le monde pense que l'argent est facile dans le domaine de la construction, mais c'est pas le cas. Puis on va revivre des années difficiles. Les entreprises qui vont passer au travers, c'est ceux qui sont bien capitalisés, c'est ceux qui vont avoir laissé justement l'argent dans l'entreprise. Parce qu'à partir que l'argent est sorti de l'entreprise, rarement elle revient dans l'entreprise par après. Hein? Elle est déjà dépensée. Là. Dépensée ou le gars ne veut plus la remettre dedans, la remettre à risque, parce que là, c'est... Parce qu'elle est déjà sortie là-dessus. Mais tu dis que je l'ai pas vécu. Mon père est entrepreneur électricien depuis 1982. J'avais 2 ans quand il est parti. Fait que la crise de 92 est marquée très dans ma tête. Il n'y en avait pas de job. Puis quand il y en avait, le monde coupait les prix, puis c'était une gestion serrée du matériel, puis t'assurer d'être payé. Fait que des beurrés de beurre de pinot puis des crêpes, là, que on en a mangé cette année-là, puis j'en reparle encore avec mes frères aujourd'hui, parce qu'on rit de ça. On se fait-tu un petit souper de crêpes? Il me semble que ça fait longtemps, mais on est marqué de ça. Mais en même temps, quand c'était là la situation, c'était ça qu'il fallait aller. Là, fait que, je me souviens très bien de ces années-là. Puis là, vous augmentez ça. 50 employés, là, c'était un beau chiffre, là. Ouais. À quel moment tu t'as dit comme... Tu sais, parce que Manny, t'arrives dans une zone où tu sors de ta zone de confort, là, 50 employés, pour le monde qui ne savent pas, là, mais dans le temps, ça devait être un chèque pas le fun à faire tous les mercredis, là, quand tu pesais... À 300, c'est encore moins le fun. Oui, mais ça, c'est un autre dossier. Je veux pas connaître le chiffre. Des fois, je me mets à calculer. Là, j'ai eu juste cette réflexion-là hier quand je me préparais pour la rencontre. Puis là, j'ai fait... je voudrais pas être le comptable qui pèse le mercredi ou le mardi sur Enter. Les revenus sont là pour exact, ça. Mais tu sais...
À l'époque, c'est la même chose qu'aujourd'hui, là. C'était en proportion du volume d'affaires qu'on avait à l'époque. 50, 100, 150. Le chiffre d'affaires varie en fonction du nombre de personnes, puis les payes versées, les fournisseurs versés, tout suit, là, tu sais. Alors, est-ce que c'est plus important aujourd'hui que ça l'était à l'époque? Je vais dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins important parce que l'entreprise est plus solide qu'elle était. Elle est plus mature. Elle est plus mature, plus solide financièrement qu'elle était à l'époque, là. Alors, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on moins de pression qu'on avait à la fin des années 90. Là. Ça, c'est évident. Oui, puis l'autre chose, c'est, tu sais, on repart, tu rentrais, mettons, un nouveau projet, que là, tu pars de 50 à 60, le pourcentage d'augmentation versus, là, tu rentres un nouveau projet, tu prends de 300 à 315, bien là, le pourcentage est plus réduit, tu sais. Exact. Fait que là, tu devais, tu sais, veux pas, quasiment à chaque fois que tu faisais de la croissance, tu te mettais à risque, là. Tu sais, augmenter le nombre de main-d'œuvre, de travailleurs, si tu as les gens compétents pour les diriger, donc sur les chantiers, si tu as les gens compétents à l'interne pour s'organiser que la paperasse suive en arrière, ça se fait relativement bien. Dans une petite équipe, si tu augmentes rapidement, ces gens-là, t'es as moins un peu. Et ça, c'est un peu problématique. C'est là tu sais, monter 5 gars sur une équipe de 50, c'est pas pire. Monter 10 gars sur une équipe de 50, 10 travailleurs, là, il faut être les contremaîtres pour s'assurer que la production suit. Parce que c'est ça qui est le danger, c'est de monter tellement gros rapidement, avec une grosse masse de travailleurs, que tu n'as pas les gens vraiment pour s'assurer que la production reste la même, au même niveau, de la même qualité. Oui, c'est ça, parce que ça, la qualité, il y a une chose que je vois souvent de vos projets, la qualité, là, c'est non négociable, là. Il faut que ça soit non négociable. Mais tu sais, on part, Jean, je comprends que tu sais, là, tout le monde écoute le podcast puis ils font ouais, mais tu sais, quand on paye quelqu'un, on souhaite qu'il fasse de l'affaire de qualité, mais on se le cachera pas, il y a des. La qualité peut bouger d'un entrepreneur à un autre, puis d'un métier à un autre. Tu sais. Là, on parle de la plomberie parce que tu es en plomberie, mais on pourrait parler de l'électricité, on pourrait parler du système intérieur, on pourrait parler d'entrepreneurs généraux. Ça peut varier, mais gérer la qualité, c'est déjà un gros défi. Avec la croissance, à quel moment tu dormais? Mais c'est là qu'à un moment donné, qu'on se met des outils qui font en sorte qu'on est capable de grossir parce qu'on a ces outils-là. Exemple, au niveau justement pour vérifier la qualité. Les programmes d'inspection et essai. En 98 ou en 95, là, on n'avait pas de programme tel quel d'inspection et essai. À un moment donné, il faut que tu te structures pour être capable de grossir puis t'assurer que tu as une qualité partout, presque uniforme partout, ou du moins que les essais sont uniformes à l'intérieur de ton entreprise du début à la fin. Alors, ces outils-là, aujourd'hui, on les a, puis ça nous permet de s'assurer que notre qualité est sensiblement partout pareil, là, du moins les vérifier de la bonne façon. Là. Okay. Donc, puis c'est dans tout, hein? C'est dans nos systèmes informatiques, c'est dans notre façon de livrer, c'est notre façon de commander. Alors, tout ça, on s'est donné des outils à l'interne qui nous permettent de prendre du volume, puis sans trop se faire mal. Oui, puis à 300, t'as pas le temps, toi. Par contre, t'as des gens dans l'équipe qui sont capables d'aller faire ça, puis s'il arrive un problème, de te ramener au niveau « Ah, il y a un petit problème de qualité là », puis tu sais, gérer de ce côté-là. Tu sais, Bruno, la perfection n'est pas de ce monde. Hein? Non. Je sais. Alors, comme individu, là, on n'est pas parfait. Quand t'en as 300, là, c'est sûr que tu as de l'imperfection partout. Là. C'est évident. Alors, il faut juste essayer de minimiser ces cas-là. Là. Et là, l'entreprise évolue. Mm-hmm. On arrive 10 ans plus tard, où ce que l'entreprise était rendue en 2000-2001, vous étiez rendu à quel niveau, quelle grosseur? On a fait l'acquisition de Lerue-Mongeau, ça fait 20 ans. Alors, on est en 2001.
Alors, la première acquisition qu'on a faite, c'est l'Heureux Mongeau JC Lauzon, qui aujourd'hui s'appelle notre département énergie, qui a été échangé de nom au 31 décembre dernier. Et puis, c'était une entreprise qui faisait à l'époque 2-3 millions de volume d'affaires. Puis ça a été la première acquisition qu'on a fait et on en est très, 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 très fiers. Mais peux-tu parler juste avant pour que les gens, parce que moi je connais bien ta division énergie qui est l'Heureux Mongeau. Peux-tu expliquer c'est quel type de business? Okay. Lorsqu'on a fait l'acquisition de l'Heureux Mongeau, le but qu'on avait à l'époque, on n'était pas très présent au niveau de gaz métropolitain. OK. Ça s'appelait, non pas Énergir, mais ça s'appelait Gaz métropolitain à l'époque. Alors, on voulait avoir une division qui faisait plus de gaz, plus de chauffage. On n'était pas dans ce créneau d'activité-là. Alors, avec l'acquisition de l'Heureux Mongeau, ça nous a permis de tout de suite rentrer avec une équipe compétente qui faisait déjà des projets. On les a ramenés dans l'intérieur de la même bâtisse. Alors, on a coupé les coûts. Alors, ça nous a permis de vraiment rentrer vraiment à plein pied là, dans un créneau qu'on n'était pas présent. Avec les années, c'est sûr que cette business-là a évolué un petit peu. Et à cette heure, ils font beaucoup de projets dans des centrales thermiques, des remplacements de refroidisseurs, de tours d'eau, présentement dans les écoles, les boiler rooms dans les écoles qui sont presque tous à refaire. Alors, c'est un créneau qui peut-être moins axé sur le gaz, oui, qui travaille encore avec gaz et avec énergie, mais ils font vraiment plus, là, vraiment de l'énergie, quand on voulant dire de l'eau refroidie, du chauffage, de la vapeur. C'est vraiment leur créneau actuel, là. OK. Quand vous les avez acquis, ça ressemblait à quoi? Charbonneau, en fait, Lucien Charbonneau, plomberie Lucien Charbonneau, ça ressemblait à quoi versus l'Heureux Mongeau? Il faudrait peut-être revenir un petit peu en arrière. Quand on a pris l'entreprise, ça s'appelait Lucien Charbonneau Limité. Quand Daniel et moi, on a acheté de nos pères, il y avait une seule entreprise. Ce qu'on a fait à ce moment-là, on a scindé l'entreprise en deux. On a créé le groupe Charbonneau et on a scindé l'entreprise en deux, qui était Plomberie Charbonneau Inc. et Lucien Charbonneau. Plomberie Charbonneau Inc. faisait le service. Le but, à l'époque, c'était de s'assurer de la rentabilité de chacun des départements. Le service, c'est une chose. La construction, c'est une autre chose. Alors, c'est ce qu'on a fait. Quand on a acheté, naturellement, on avait créé le groupe. Alors, quand on a acheté l'Heureux Mongeau JC Lauzon, on l'a gardé opérante. Et c'est devenu une autre patte, une branche du groupe Charbonneau, tout simplement. Alors, et chaque acquisition qu'on a faite par le futur après ça, ça a été des branches additionnelles qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on avait 5 compagnies opérantes qui étaient en dessous du groupe Charbonneau. Alors, c'est comme ça. Puis là, tu étais capable de voir la rentabilité de chacune pour dire oui, c'est rentable, voici comment. Puis tu sais, un peu de refaire un peu qu'est-ce que tu as fait en 92, de bien gérer chacun des chiffres pour dire, attends un peu, pourquoi celle-là a fait un petit peu moins d'argent, puis au lieu d'avoir tous les achats, je donne un exemple, tous les achats dans un même pot, là, tu es capable de faire, hey, ben, mettons, Plomberie Charbonneau, elle jette plus de parts que toutes les autres, puis il devient moins rentable, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, tu devais être capable de mieux gérer cette acquisition-là. Exact. Puis, par contre, ils ont tous des technicalités différentes. Donc, si on prend le département de service, ils peuvent acheter beaucoup moins de matériel pour un volume d'affaires que, exemple, l'Heureux Mongeau, qui, lui, achète des refroidisseurs, des boilers à des sommes, des fois, qui sont importantes. Alors, pour le même volume d'affaires, son pourcentage de matériel va être beaucoup supérieur au département de service, qui, le département de service, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Okay. Alors, et chaque division, chaque département chez nous a ses propres ratios d'achat de matériel main-d'œuvre. Alors qu'on peut comparer, qu'on ne peut pas comparer avec les autres départements. Alors, tu ne peux pas comparer le service avec la construction. C'est deux mondes totalement différents. Fait que depuis le début, depuis 91, c'est quasiment, t'es un précurseur, là, tu sais, que maintenant, on a comme des gates, puis des barèmes, tu sais, je me souviens plus du terme exact, de dire, ben là, toi, tu devrais avoir 42% d'achat pour 56% ou 58% de main-d'œuvre. Mais tu faisais ça depuis le début? Exact. On l'a fait
depuis le début. Wow! Mais tu sais, Jean, attends un peu, là. 91, là. Je me souviens des fois comment mon père faisait les achats, là. C'était quasiment sur le coin de la table, là, tu sais, qu'on faisait ça. Puis là, vous autres, dès le départ, vous faisiez tous ces barèmes-là. On l'a fait à partir du moment qu'on a rentré dans le temps. Parce que quand je suis rentré, on rentrait le système comptable informatique. C'était tout à mitaine, là, quand j'ai commencé. À partir du moment qu'on a rentré le système comptable, là, on a commencé à avoir des ratios, des chiffres plus faciles. C'était plus facile, là. Et aujourd'hui, avec les systèmes comptables, puis ce qu'on a aujourd'hui, c'est un autre monde, là. C'est sûr que... c'est quasiment la machine qui l'analyse, qui t'envoie une alerte en te disant « On a un problème. » Oui. Avant même que tu l'aies flagué. Exact. C'est deux mondes complètement, là. La gestion de projet, la gestion des finances aujourd'hui dans le domaine de la construction versus là, 25 ans, ça n'a aucun... Ça a évolué. Incroyable. Mais là, vous rentrez le rue Mongeau. Oui. Puis là, là, vous avez votre esprit familial qui rentre là-dedans. Il faut comprendre que le rue Mongeau, c'est une business familiale aussi, là. Oui. Alors, quand on a acheté, le propriétaire était Alain Mongeau. Alors, quand on a acheté Alain, puis qu'Alain s'est joint à nous autres, M. Lauzon, de JC Lauzon, travaillait encore dans l'entreprise. Sa fille, Louise Lauzon, travaille dans l'entreprise. Le frère à Louise travaillait aussi dans l'entreprise. Alors, il était 4 de la même famille à l'intérieur de l'Heureux Mongeau, qui est une entreprise, pour moi, familiale. Alors, le match... au niveau familial, ça s'est bien fait, là, dans le sens que tout le monde se comprend. Là. On parle le même langage. À la base, les mêmes valeurs, hein? Oui. De ça. Oui. Puis là, je comprends que tu veux acquérir une compagnie parce que c'est un besoin que vous avez stratégiquement. Parfait. Pourquoi qu'ils vous l'ont vendu s'il y avait leur créneau? C'était quoi leur... Beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise, surtout des petites et moyennes, si on veut. Les gens dans la construction, c'est des passionnés. Ils sont passionnés de leur métier, donc que ce soit électricien, plombier, gars de ventilation. Le tu-monde, dans le domaine, nous autres en plomberie, c'est le service, le 24 heures, 7 jours par semaine. Ça, c'est un tu-monde. La gestion des comptes à recevoir, tout ce qui est les RH, tout ce qui est les payables, c'est un gars de business qui aime la plomberie, qui aime le chauffage. Ça le tue, cette portion-là. C'est quelque chose qui déteste. Alors, nous autres, quand on offre d'acheter une entreprise, on dit, regarde, tu vas continuer parce que j'achète jamais une entreprise si les gens ne restent pas avec moi. Alors, Alain Mongeau, ça fait 20 ans, il est encore avec moi. OK? Bill Christie, Christie Plumbing qu'on a acheté, il vient de prendre sa retraite, mais il travaille encore à temps partiel un peu pour nous autres. Oui, ce qu'il me dit, il est à retraite 40 heures semaine. Oui, c'est ça. Mais il est sorti de l'entreprise à 66, 67 ans. Alors, c'est des gens qu'on garde avec nous autres. Pourquoi? Bien, parce que là, ils font ce qu'ils aiment dans la vie, puis ils ne se cassent pas la tête avec le reste. Le côté administratif, on le prend tout. On a une équipe administrative assez forte. L'équipe d'Éric Loisel, chez nous, on peut y rentrer du volume, sont capables de gérer ce volume-là. Puis tous les problèmes majeurs, bien ceux-là, c'est moi, Éric Loisel, qui s'en occupe, que ce soit au niveau de l'assurance, les cautions, là, les banques, etc. Tout ce que ces gars de métier-là n'aiment pas faire, bien ça, on s'en occupe. Alors, c'est toujours la même recette quand on achète une entreprise. On dit on va te simplifier la vie au niveau administratif. On va t'aider à faire ce que tu aimes. Puis c'est une recette qui fonctionne bien. Oui, parce que on va en parler des autres acquisitions, mais c'est à toutes les fois je vois ça. Là, je repense aux diverses acquisitions. Ça veut dire que tu cherches quelqu'un, tu cherches vraiment des valeurs similaires, un peu comme... Parce que Bill, Plomberie Christie, c'est un peu ça aussi. Là. C'est une entreprise familiale qui existait depuis 65 ans, je pense. Fait que tu cherches ça. Après ça, tu cherches à ce que les gens veulent rester. Parce que toi, c'est une priorité numéro 1. Puis en même temps, c'est une belle garantie.
sais, le gars que t'achètes, là, excuse-moi le terme, mais s'il veut te fourrer, là, t'en passer un lapin, là, ben là, il va être là pendant les 15 dernières années. Fait qu'il y a zéro intérêt à passer un lapin, tu sais, d'essayer de profiter de la situation, de s'en mettre plein les poches, puis de gonfler les chiffres. Fait que ça c'est une belle garantie aussi de votre côté. Là. Oui. Puis, Christy, pourquoi avoir été cherché? Le Rue Mongeon, c'était un bon add-on. Mm-hmm. Christy était dans un créneau qu'on n'était pas. Donc, tout ce qui est aménagement de bureaux au centre-ville, okay, dans toutes les tours. Alors, Christy, avec les années, s'est bâti une belle clientèle qui était vraiment spécialisée dans... Vraiment il est vraiment spécialisé dans l'aménagement des tours à bureaux ou de la maison haut de gamme. Alors, ce volet-là, nous autres, on avait le service, on avait le chauffage, on avait la construction. L'aménagement de bureaux, on n'en faisait presque pas. Alors, c'est un volet qu'on est allé, par acquisition, qu'on est allé chercher. Puis, comme toute l'équipe de Bill Christie au complet ou presque est restée, sauf le côté administratif. Alors, tout le reste, l'équipe de chantier qu'il y avait, ses gars de service, tout le monde est resté. Alors, puis on a fait grandir tranquillement cette entreprise-là. Puis, aujourd'hui, ben, c'est un beau département qui s'appelle Distinction. Qui est chapeauté par Hugo Ducharme depuis que Bill a lâché les opérations, je vais dire, courantes. Non, ouais, parce que des fois, je reçois des courriels des take-off d'estimation de Bill en disant « Tu peux-tu me donner ça? » Puis là, j'ai le goût, je dis « C'est toi qui gères le courriel de Bill? » Il fait « Non, c'est Bill. » « T'as mon courriel? » Je fais « C'est normal qu'on reçoive des courriels? » Puis il fait « Ouais, c'est correct, là. Continuez à lui donner l'info. Ouais, wow, OK. C'est ça, mais l'autre chose aussi, tu sais, Bill, c'est un gars de cœur, là, tu sais, un peu comme toute votre gang, qui fait que, tu sais, ça devait coordonner super bien dans ça. Tu sais, parce que Bill, vous avez fait en 2001 le Rue Mongeau. Oui. Bill, 2004. T'entends pas de relaxer entre les deux? Parce que c'était des bouchées doubles, genre. Oui, mais c'est une côté... Tu sais, c'est des opportunités qui se présentent, puis il faut être prêt à les prendre. Alors puis l'opportunité, elle passe une fois, elle passe jamais deux fois. Il faut que tu apprennes quand elle passe, tu la saisisses, puis go. Puis, quand tu discutes pour une acquisition avec un gars, tu le vois dans le premier 15 minutes, c'est un fit, là. Ah ouais. Si ça fait, tu peux pas essayer de forcer un fit, là. Tu le vois, tu le sens. Puis il y a des acquisitions qu'on a faites, pas qu'on a faites, qu'on n'a pas faites parce que je sens pas ce fit-là ou je sens que ça va être trop dur à amener ça dans ce qu'on est habitué d'avoir comme modèle d'entreprise chez nous. Tu regardes ça, tu dis jamais moi les amener à tirer avec moi eux autres. Jamais. Alors on en laisse. Parce que des offres d'acquisition, il y en a depuis les 15 dernières années, puis dans les prochaines années, il va en avoir encore beaucoup, là, des propositions d'acquisition. Puis on va toujours appliquer la même recette parce qu'elle ne nous a pas fait faux bon à date. Alors on va essayer de continuer dans la même façon de faire, si on veut, pour les acquisitions. Donc, que le gars reste avec nous autres, on va lui enlever ses irritants, puis on va espérer qu'il reste le plus longtemps possible. Oui, c'est une très, très belle recette, Jean, puis tu sais, il y a une affaire, te dit, c'est si tu sais, la petite voix intérieure qui te fait c'est un bon fit ou c'est pas un bon fit, celle-là, t'as suivi pas mal, là, tu sais. Fait que... Jean, on va prendre une petite pause. C'est super intéressant. On remplit nos verres. Fait que pour les auditeurs, la suite sera la semaine prochaine, mais je voulais te remercier. Merci, Nick, pour la technique. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Jean Charbonneau du groupe Charbonneau, qu'on pourrait quasiment appeler l'Empire Charbonneau. On va continuer de parler un peu de la suite de la business. Fait que merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.